et tous, bienvenue au Webiflash by NMCG. Nous allons passer ensemble une trentaine de minutes pour saisir les clés de la maîtrise du télétravail. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer par se présenter. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Diane Véziès, avocate au sein de l'équipe d'Arnaud Blanc de la Note. Et je suis Chloé Pérez, je suis également avocate dans l'équipe d'Arnaud Blanc de la Note en droit social. Alors le télétravail, c'est un mode qui a pendant longtemps été boudé, qui a été utilisé de manière assez sporadique et qui est désormais sur toutes les lèvres. En effet, vous vous rendez compte qu'il est à la fois plébiscité par la facilitation de la flexibilité, du gain de temps, l'inclusion de certains types de personnes qui jusqu'alors pouvaient rencontrer des difficultés à travailler sur place, mais il est également aussi bien décrié pour le flou qu'il engendre dans la distinction entre vie personnelle et vie professionnelle, mais également au regard de la distorsion du lien social qu'il peut impliquer. Donc, en définitive, l'employeur se retrouve face à un jeu d'équilibriste auquel il s'est retrouvé confronté de force en raison de l'épidémie du coronavirus. Le recours au télétravail généralisé emporte désormais de nouvelles problématiques qui sont autant de défis qu'il vous appartient de relever. Et l'objet de ce webinaire, c'est justement de vous donner les clés d'un recours au télétravail maîtrisé. Alors, pour ce faire, nous aborderons successivement 3 points. Donc, d'une part, la maîtrise du cadre juridique, d'autre part, la maîtrise des coûts, et enfin, la maîtrise des risques associés. Je vais laisser la main à Chloé s'agissant de la maîtrise du cadre juridique. Oui, alors sur la maîtrise du cadre juridique, on ne va pas rentrer en détail toutes les lois. Il faut juste avoir en tête le gros principe qui est qu'on ne peut pas imposer le télétravail aux salariés. Alors ça implique des corollaires naturels qui sont que le télétravail, en fait, il a un caractère réversible et il a un caractère volontaire. Et ça, c'est aussi bien pour le salarié que pour l'employeur. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu pas mal de jurisprudence récente. Et là, il y a la Cour de cassation qui est venue rappeler en ce début d'année 2021, c'était en février, que ce n'est pas parce qu'il y a eu plusieurs mois de télétravail que ça formalise l'accord en bonne et due forme. En réalité, il faut qu'il y ait vraiment un accord clair qui soit passé entre l'employeur et le salarié pour pouvoir le mettre en place. La dérogation, on la connaît maintenant tous, c'est quand on est face à des circonstances exceptionnelles, que là, on a tous vécu, notamment sur des pandémies, et là, l'employeur pourra l'imposer aux salariés. Il n'aura pas besoin d'un formalisme poussé, mais ce n'est pas le cas quand on est sur une situation beaucoup plus classique. Alors, avec la fin de la période d'état d'urgence sanitaire qui est prévue pour le 1er juin prochain, on s'interroge, on se demande comment va se passer la poursuite du télétravail. Afin d'être prêt, il convient d'anticiper les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de ce télétravail. Et au titre de ces aménagements nécessaires, on compte en premier lieu la formalisation du recours au télétravail. Alors, cette formalisation, elle peut se faire de plusieurs manières. Lorsque vous avez des délégués syndicaux, vous pouvez conclure un accord collectif pour mettre en place le télétravail. À défaut de délégués syndicaux, vous pouvez le faire également avec le CSE et avec les salariés mandatés. À défaut d'accord collectif, vous pouvez établir une charte de manière unilatérale, sous réserve, bien entendu, d'informer et de consulter le comité social d'entreprise à cet égard. Et enfin, il est toujours possible de recourir au télétravail par tout moyen dans le cadre d'un accord qui serait conclu entre l'employeur et le salarié. Attention toutefois à ce dernier mode, puisqu'il n'est pas opposable à la communauté de travail, il ne lie en réalité que l'employeur et le salarié qui conclut l'avenant en question. À cet égard, c'est vrai qu'il est primordial de formaliser les conditions du recours au télétravail pour éviter les risques contentieux. À cet égard, l'accord ou la charte de télétravail doit préciser certains points qui sont repris sur le slide, donc par exemple les conditions de passage au télétravail, mais également les conditions de retour du télétravail sur le travail présentiel. Car en effet, si on n'a pas pallié en avant et si on n'a pas prévu les modalités du retour du salarié, cela peut poser un problème le jour où finalement le salarié, on se rend compte que le télétravail ne fonctionne pas comme on le souhaiterait et on aimerait qu'il retourne dans les locaux de l'entreprise.
Alors, il faut aussi prévoir d'autres éléments un peu plus pratiques, notamment tout ce qui est mise en place des outils pour le contrôle de la charge de travail. On pense notamment à tout ce qui est décompte du temps de travail, puisqu'on aura toujours ces obligations qui vont peser sur l'employeur. Il y a plusieurs systèmes qui sont envisageables, hein. Vous avez les systèmes d'autodéclaration, vous avez aussi les systèmes de contrôle un peu plus surveillés avec le salarié qui va se connecter quand il va commencer à travailler, se déconnecter quand il aura terminé. L'outil de l'entretien annuel est aussi très intéressant dans ce cadre-là. Comme l'a dit Diane, il faut bien définir les plages horaires sur lesquelles le salarié doit travailler et sur lesquelles il doit être joignable. Il faut prévoir aussi tout ce qui est formation. Et la formation, c'est aussi bien pour le salarié qui est en télétravail que pour le salarié qui va être en contact avec le télétravailleur. Il faut aussi informer le télétravailleur sur la politique de santé et de sécurité au travail, parce que ce n'est pas parce qu'il n'est plus dans l'entreprise que l'employeur n'a plus cette obligation. Alors en pratique, Chloé, que va-t-il se passer à l'issue de la fin de la période d'état d'urgence sanitaire? Eh ben, si on a un accord qui a été conclu, c'est beaucoup plus simple, puisque dans ce cas-là, on va s'en remettre à l'accord pour revenir sur le classique et la situation plus classique. Ça sera aussi le moment où l'employeur peut se poser la question de savoir s'il va faire des ajustements, s'il va recourir au télétravail de manière généralisée, de manière exceptionnelle, de manière plus occasionnelle. Et ça sera aussi le moment où il pourra être confronté à des situations un petit peu inédites. Par exemple, comment est-ce qu'on va gérer un salarié qui refuse de revenir au travail? Alors là, on a deux situations qui sont distinctes. Si on n'a pas d'accord, l'employeur peut malgré tout tirer les conséquences du refus du salarié. Nous, ce qu'on préconise dans ce type de situation, c'est de prévoir malgré tout un échéancier et de se dire, bon, bah, à telle date, sous quinzaine ou dans un mois, on va revenir à une situation normale. Et auquel cas, si le salarié refuse, eh ben, on pourra partir sur du disciplinaire pour insubordination. Après, le deuxième cas, et c'est beaucoup plus simple, c'est quand on a un accord, puisqu'on va appliquer les termes de l'accord. Et puis, dans ce cas-là, si le salarié refuse de revenir, eh ben là, on va partir sur une sanction et sur de l'insubordination. La situation inverse, vous souhaitez que votre salarié continue de télétravailler. Est-ce qu'il est possible de le sanctionner si jamais il refuse de rester en télétravail? Alors, en principe, tel que l'avait rappelé Chloé tout à l'heure, le télétravail doit être volontaire. Le Code du travail prévoit par ailleurs qu'on ne peut pas sanctionner un salarié qui refuserait de télétravailler par un licenciement. Donc en conséquence, sauf à ce que le télétravail ait été prévu contractuellement, vous ne pouvez pas sanctionner le salarié qui refuserait de rester en télétravail à l'issue de l'état d'urgence sanitaire. Alors, il y a une autre question qui se pose aussi avec les changements qui vont intervenir, c'est est-ce que l'employeur peut autoriser un télétravail, mais à partir de l'étranger? Alors oui, cette question, tout le monde se l'est posée avec le confinement. En effet, on s'est bien rendu compte que travailler dans un appartement parisien de 50 mètres carrés, tous les jours de la semaine, ça devenait un petit peu compliqué. Et beaucoup ont décidé, enfin ceux qui ont de la chance d'en avoir une, sont partis au vert dans une maison de campagne. D'autres se sont même posé la question de savoir si on pouvait télétravailler à partir de l'étranger. C'est quand même plus agréable de télétravailler dans un pays qui autorise les déplacements et dans lequel les restaurants sont ouverts. Donc cette problématique, qui a d'ailleurs été prise en main par certains opérateurs touristiques qui sont allés jusqu'à proposer des séjours dédiés aux nouveaux télétravailleurs, pose question. Le recours au télétravail à l'étranger n'est pas prévu par les textes. Ce que disent les textes, c'est que le salarié a un libre choix de son domicile. Donc, il peut habiter où il le souhaite. Néanmoins, si de prime abord rien n'interdit de recourir au télétravail à l'étranger, il faut avoir en tête que cela entraîne beaucoup de difficultés pour l'entreprise, ou en tout cas beaucoup de contraintes qu'il convient d'identifier. À cet égard, il faut prendre en compte la question de l'affiliation au régime de sécurité sociale, car cette affiliation est territoriale. Donc à partir du moment où on n'est plus en France, potentiellement le salarié peut dépendre d'un autre régime de sécurité sociale. Il faut aussi prendre en compte la question de la loi applicable au contrat et des minimums de salaire, par exemple, prévus par chaque pays. Parce que si vous acceptez qu'un de vos salariés aille travailler, par exemple, en Suisse, ayez en tête que le salaire minimum de référence est d'environ 3 800 € pour 41 heures de travail hebdomadaire.
Cela fait réfléchir. Par ailleurs, la question de la prise en charge des frais de transport se pose, de déménagement, de retour en France, d'installation du matériel informatique. Vous avez d'autres problématiques sur la question des contrats de garantie de prévoyance et de frais de santé, la question du décalage horaire et encore celle de l'imposition. Tout cela pour expliquer qu'il faut y réfléchir à 2 fois avant d'accepter de permettre à un salarié d'aller travailler à l'étranger et que si ce dernier est libre de choisir son lieu de résidence, l'employeur, quant à lui, n'est pas tenu de faire droit à sa demande de télétravail dès lors qu'il démontre de la réunion de raisons objectives et en l'état, la complexité de la situation précitée justifie tout à fait, à notre sens, que l'on puisse s'opposer à une telle demande de télétravail à l'étranger. Après avoir vu l'encadrement juridique du recours au télétravail, nous allons maintenant aborder la question des coûts. Alors, la première chose qui vient en tête, c'est les frais professionnels. Ce qu'il faut savoir sur la question, c'est qu'on a eu une ordonnance assez récente qui est venue dire que l'employeur n'avait pas l'obligation de prendre en charge tous les coûts qui découlent du télétravail. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que l'employeur ne doit rien prendre en charge, bien au contraire même, puisque le salarié n'a pas à avancer les frais pour pouvoir exercer ses missions. Donc, en réalité, on ne va pas vous faire un inventaire à la Prévert sur tout ce qui doit être pris en charge par l'employeur, mais à titre d'exemple, et ça semble assez logique, l'employeur va prendre en charge tout ce qui est les dépenses d'acquisition pour le mobilier de bureau, tout ce qui est les frais liés à l'adaptation du local. Après, il y aura aussi tout ce qui est chauffage, tout ce qui est électricité et tout ce qui est climatisation éventuellement. Et vous avez aussi une quote-part du loyer ou des charges d'habitation, mais qui sera seulement limitée à l'espace. Et donc, ça sera proratisé par rapport à l'espace qui est utilisé pour le télétravail. Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi récemment et depuis le 1er janvier 2020, on a un assouplissement des conditions de déductibilité des frais qui sont exposés par l'employeur pour l'utilisation par le salarié des NTIC. Et vous avez une déductibilité sans avoir à justifier des dépenses réelles. Alors, le plafond, c'est, pour vous donner des ordres d'idée, on est à 10 € par mois pour un salarié qui est en télétravail 1 jour par semaine, 20 € par mois pour un salarié qui est en télétravail 2 jours par semaine, etc., etc. Alors, au-delà des frais professionnels à proprement parler, le salarié a le droit de bénéficier d'une indemnité dite d'occupation pour compenser la sujétion particulière liée à la mise à disposition finalement de son habitation pour exercer son travail. Alors, le versement de cette indemnité d'occupation, il est soumis à condition. En effet, selon la jurisprudence, ce n'est que dans l'hypothèse où l'employeur ne peut pas mettre à disposition d'un salarié un local pour réaliser son travail et qu'il lui demande de télétravailler que cette indemnité d'occupation sera due. En revanche, à l'inverse, si le salarié peut librement travailler au sein d'un local de l'entreprise, dans ce cas-là, l'indemnité d'occupation n'est pas due. Cette indemnité d'occupation, elle peut être demandée dans un délai de prescription qui n'est pas celui dont on a l'habitude s'agissant des rappels de salaire, c'est la prescription de droit commun de 5 ans. Alors, il y a une question qui se pose concernant la situation de confinement à laquelle tout le monde a été contraint pour la première période de confinement du coronavirus. Car en effet, à ce moment-là, l'employeur se retrouvait dans l'impossibilité de proposer aux salariés qui pouvaient travailler en télétravail, de travailler dans des locaux. Et ce, alors même que pourtant, les locaux étaient disponibles. Donc, à cet égard, nous n'avons encore pas de jurisprudence en la matière, mais on peut s'interroger sur la responsabilité de prendre en charge ou non cette fameuse indemnité d'occupation dès lors que l'employeur lui-même, en raison d'un fait qui lui était indépendant, ne pouvait pas mettre à la disposition du salarié un fameux local pour exercer ses fonctions. Au-delà de ces questions, on va faire un petit focus sur un point qui a été abordé par la jurisprudence récemment, c'est la question des tickets restaurants. Oui, alors le principe, c'est que l'allocation des titres restaurants, c'est au libre choix de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur est libre en donner ou non aux salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est que remis au télétravail, en fait, on va appliquer le principe de l'égalité de traitement qui soumet l'employeur à une obligation qui est de, s'il donne des tickets restaurants aux salariés qui sont présents dans l'entreprise, il doit aussi les donner aux télétravailleurs. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu de la jurisprudence sur ce point. On a eu notamment le TJ de Paris qui est venu rappeler qu'il doit y avoir une égalité de traitement. Dès lors qu'on donne des titres restaurants aux salariés en présentiel, on les donne aux télétravailleurs. Ce qui est aussi a été tranché par le TJ de Nanterre, c'était une autre situation dans le cadre de laquelle l'employeur avait remis des titres restaurants
seulement aux salariés qui étaient en présentiel et pas aux salariés télétravailleurs. Il avait justifié sa position en indiquant qu'en fait, les salariés qui étaient présents n'avaient plus accès à la cantine de l'entreprise et donc connaissaient un surcoût qui était lié à leurs dépenses de restauration et qui justifiait l'allocation d'un titre restaurant. Et les télétravailleurs n'étant pas dans la même situation, pas de titre restaurant pour eux. Et la jurisprudence a validé cette position. Donc, c'est intéressant de voir que l'égalité de traitement, ça suivra le principe qu'on connaît jurisprudentiellement, qui est de devoir justifier pour l'employeur de situations qui sont différentes. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir le traitement d'un point de vue sécurité sociale et URSSAF. L'égalité de traitement s'applique aussi, ce qui veut dire en pratique que si on a des exonérations de cotisations pour les titres restaurants qui sont donnés aux salariés en présentiel, il en va de même pour les salariés qui sont télétravailleurs. L'autre frais qui vient à l'esprit, c'est la prise en charge des titres de transport. Donc, est-ce que l'employeur doit prendre en charge la moitié du pass Navigo du télétravailleur ? Alors, la question se pose effectivement, puisque on passe d'une situation où le travailleur venait tous les jours sur son lieu de travail à une situation où il peut se retrouver à être à 100% en télétravail. Alors, lorsque le télétravailleur travaille 2 ou 3 jours par semaine en télétravail et donc le reste en présentiel, la question ne se pose pas puisque effectivement il est tenu de disposer d'un pass Navigo pour pouvoir effectuer ces trajets domicile-lieu de travail. Dans ce cas-là, on comprend bien que la prise en charge de la moitié du pass Navigo se justifie. En revanche, lorsque le salarié est à 100% en télétravail, il n'expose plus de frais de déplacement pour les besoins de son travail. Il n'y a donc pas lieu de prendre en charge la moitié de son pass Navigo. Là où on est dans une situation un petit peu plus délicate, c'est si par exemple le salarié se déplace une seule fois par semaine vers son lieu de travail. Dans ce cas-là, on peut se demander si la solution qu'il faudrait appliquer ne serait pas celle qui s'applique actuellement aux salariés qui sont en travail partiel. Nous restons en attente de jurisprudence sur ce point. Autre question qui se pose lorsque l'on met à disposition des salariés du matériel, ce qui est bien plus répandu avec l'usage du télétravail, c'est que se passe-t-il si un salarié détériore le matériel? Peut-on lui demander de rembourser les dégâts? Alors, sur cette problématique, il faut en revenir au principe de base qui est la prohibition des sanctions disciplinaires qui auraient vocation à être des sanctions pécuniaires. Donc, ça veut dire que, par principe, l'employeur ne peut pas demander aux salariés de rembourser le matériel qui a été détérioré. On a toutefois une exception sur ce point qui rejoint la problématique du licenciement pour faute lourde, qui est que si on arrive à démontrer une intention de nuire, alors dans ce cas-là, on va licencier le salarié et on va lui demander de rembourser les frais liés au remboursement. Mais attention sur ce point, puisque la jurisprudence, elle est très, très restrictive en la matière. Il est très difficile de faire la démonstration et d'apporter les éléments sur l'intention de nuire. Donc, il faudra bien se ménager des preuves en pareille hypothèse. L'autre question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire face à un salarié qui refuse de remettre le matériel qui a été mis à sa disposition par l'employeur? Et oui, certains malins vont pouvoir se dire « Ah, quelle aubaine, j'ai un nouvel ordinateur, je vais essayer de le conserver. » Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le matériel de l'entreprise reste la propriété de l'entreprise. Donc, en présence d'un salarié qui refuserait de restituer son matériel informatique, la première chose à faire sera de vérifier si un récépissé lui a bien été remis, indiquant quels sont les éléments qui ont été mis à sa disposition, pour pouvoir ensuite s'en prévaloir et indiquer que à telle date, on vous a remis tel bien, tel ordinateur, tel téléphone, afin d'exercer vos fonctions en télétravail. À partir du moment où le télétravail a pris fin, nous vous remercions de vous les restituer. L'intérêt de pouvoir produire un tel dispositif détaillé, c'est bien entendu qu'en cas de contentieux, en cas de litige, cela vous permet de démontrer l'existence de cette remise. Alors, ne vous inquiétez pas, si cela n'a pas été fait, d'autres indices tels que des échanges d'emails en interne, des factures ou autres vous permettront de rapporter cette preuve. Donc dans ce cas-là, le salarié refuse de vous restituer le matériel, vous le mettez en demeure de le restituer. S'il refuse, une seconde mise en demeure. Ensuite, le contentieux intervient. Il conviendra de saisir le conseil de prud'homme en référé pour obtenir la restitution du matériel. Et une fois que vous aurez eu une décision du conseil de prud'homme en votre faveur, il ne restera plus qu'à faire appel à des huissiers de justice pour qu'ils exécutent cette décision si jamais le salarié continue d'être récalcitrant.
Après la question des coûts, nous allons aborder la question de la maîtrise des risques. Le télétravail, comme indiqué en introduction, s'est révélé être un facteur de risque à la fois physique comme psychique et s'inscrit dans une obligation de l'entreprise, de l'employeur, qui est celle de son obligation de sécurité à l'égard des salariés de l'entreprise. Donc, pour pouvoir la respecter, il doit se conformer à certaines obligations et notamment s'assurer de la conformité du lieu de travail. Pour ce faire, il doit contrôler la conformité des installations électriques. Alors, bien entendu, ce n'est pas à lui de se rendre en personne chez les télétravailleurs afin de vérifier si les installations électriques fonctionnent. Il faut faire intervenir des prestataires pour ce faire. Et une solution assez simple consiste aussi à demander aux salariés de faire des attestations de conformité qu'ils vous remettront pour indiquer que leur logement est tout à fait conforme en termes d'installation électrique. Il y a un point d'intention également qu'il faut mettre sur le travail sur écran. À cet égard, l'employeur est tenu d'une obligation d'information. Il doit informer le télétravailleur de la politique de l'entreprise en matière de santé et de sécurité au travail sur l'utilisation des écrans. Donc, organiser des interruptions périodiques du travail sur écran, soit par des pauses, soit par des changements d'activité. L'autre problématique qui va se poser, c'est celle de l'accident du travail. Alors, le Code de la sécurité sociale est très clair sur la question. L'accident qui a lieu au temps du télétravail et sur le lieu du télétravail, c'est présumé comme étant un accident du travail. La problématique, c'est quand on n'a pas eu d'accord sur la question. Puisque si on n'a pas d'accord, par principe, on n'aura pas de définition du lieu du télétravail et du temps du télétravail. En pareille hypothèse, il revient au salarié de faire la démonstration de ce qui remplit les conditions édictées par le Code de la sécurité sociale pour bénéficier des dispositions relatives à l'accident du travail. Et l'employeur pourra tout à fait répondre en expliquant, le cas échéant et si besoin, qu'en réalité, on ne répondait pas aux conditions du Code de la sécurité sociale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a malgré tout toujours l'obligation de se dire que si on a une difficulté et qu'on n'est pas d'accord, l'employeur est quand même toujours obligé de déclarer qu'il s'agit d'un accident du travail, quitte à émettre des réserves après sur la question. L'autre outil qui est très intéressant, c'est l'entretien annuel, puisque comme je l'ai indiqué, ça permet de contrôler la charge de travail, ça permet de contrôler l'organisation du salarié, voir s'il est bien adapté au télétravail pour derrière en tirer des conséquences si besoin. Il y a aussi la question des troubles musculo-squelettiques. Alors derrière cette appellation un peu barbare, ce qui se cache en réalité, c'est vérifier l'ergonomie du matériel qui est remis aux salariés. Donc on a les sièges, le matériel informatique, vérifier que tout est bon et qu'il n'y a pas d'atteinte à la santé et à la sécurité du salarié. Lorsqu'on parle des risques associés au télétravail, celui qui nous vient tout de suite en tête est celui des risques psychosociaux. En effet, télétravailler a certes des avantages, mais il a aussi des inconvénients, et notamment un risque associé à l'isolement. La possibilité pour les salariés de communiquer avec la communauté de travail est en effet est bien réduite, parce qu'il ne suffit pas de passer une porte pour retrouver ses collègues. Cela suppose d'avoir des outils de communication adéquates. Donc, l'employeur qui est tenu de cette fameuse obligation de sécurité doit s'assurer qu'il y a un maintien au maximum des liens entre les membres de l'équipe. C'est à lui également de mettre en place des outils permettant de faciliter ces échanges, que ce soit par le biais de visioconférences, d'appels téléphoniques, qu'ils soient formels comme informels. À cet égard, il est prévu que si jamais un salarié qui est à 100% en télétravail rencontre des difficultés liées à l'isolement, qu'il puisse demander à son employeur de venir, de se rendre en présentiel dans les locaux de l'entreprise au moins une fois par semaine. Alors, en pratique et en amont, qu'est-ce qu'on va faire pour limiter les risques? Déjà, il faut mettre à jour le document d'évaluation des risques. Il faut aussi adopter un management qui sera un petit peu d'innovation, dans le cadre desquels le manager pourront penser à créer du lien social, notamment par la prise d'un café virtuel, par des événements dans le cadre desquels on se retrouve de manière virtuelle au besoin pour créer du lien social et pour s'assurer que tout le monde va bien. Toujours, on est sur cet outil de formation qui est très important et qui permet aux salariés d'avoir les clés pour mieux s'organiser, mieux gérer la situation. Et il faut aussi ne pas oublier tout ce qui est team building, puisqu'on a eu une nouvelle vague sur le marché où on nous propose des services qui sont assez intéressants et qui sont, à notre sens, pas à négliger. Ça va être notamment le sport en virtuel, ça va être, pourquoi pas, des escape games en virtuel. Ça peut être très intéressant pour le manager.
Alors, quand on parle de manager, il y a un risque aussi qu'il faut prendre en compte, c'est celui des managers face au télétravail. Parce que très souvent, le manager qui était habitué à avoir ses équipes sous les yeux se retrouve complètement démuni d'avoir chacun des membres de son équipe éloignés. À ce titre, le réflexe qu'on a généralement, c'est de se dire « Ah ben mince, quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Donc, les managers vont souvent avoir une volonté de surcontrôler les salariés qui risquent de générer, là encore, des risques psychosociaux, puisque en temps normal, vous n'allez pas demander à vos salariés de se justifier en réalisant des reportings quotidiens de chacune de leurs tâches, ce qui parfois est réalisé lorsque l'on est en période de télétravail. Donc, il va falloir essayer d'obtenir un équilibre entre, d'une part, l'autonomie laissée aux salariés, la confiance que vous allez donner à vos équipes et d'autre part, le contrôle nécessaire pour mener à bien une activité. En effet, il serait quand même dommageable de laisser un membre de l'équipe passer ses journées sur Netflix et ne pas travailler. Donc, pour justement réussir à adapter le management au télétravail, il faut penser à former les managers et à mettre en place certains outils comme à instaurer un cadre clair pour savoir qui sera en télétravail, qui ne sera pas en télétravail, mettre en place des outils de communication qui seront adéquats, encadrer le respect des temps de repos, car oui, quand on est en télétravail, très souvent, les salariés ont le réflexe de commencer à travailler à l'heure à laquelle ils sont censés partir de chez eux et arrêter de travailler au moment où ils rentrent. Donc, ils se retrouvent à travailler sur des plages horaires bien plus distendues que celles habituelles. Et dans le même ordre d'idée, on a aussi le management des non-télétravailleurs. C'est un peu le pendant aussi qui n'est pas à négliger. Et dans ce cas-là, il revient au manager en fait d'adopter une position qui sera dans la pédagogie, puisque il faudra expliquer aux gens qui ne sont pas en télétravail que c'est pas parce que dans l'équipe on a un télétravailleur que cette personne n'est pas joignable. Il faudra leur expliquer qu'il y a des plages qui sont prévues pour que la personne travaille et pour que la personne soit joignable. Donc la personne, elle est virtuellement là et il ne faut pas créer en fait de jalousie, pas créer de problématiques. Et ce qui est important, c'est aussi de pouvoir communiquer sur tous les outils de travail collaboratif, sur le fait que la personne, il faut qu'elle travaille. On n'a pas à prendre son travail, on n'a pas à créer de surcharge de travail et à créer un déséquilibre. Donc là, le manager, il aura un rôle assez important. Et l'autre pendant qui est assez naturel, c'est comment est-ce qu'on communique en pareil cas, puisque comme on est en virtuel, pour les managers, ce qui est assez tentant, c'est de se dire, bon, bah, je passe par tous les biais qui sont plutôt écrits. Donc, on va être sur du WhatsApp, du SMS, du chat d'entreprise avec des communications qui seront parfois très directes. Et sur ce point, il y a des professionnels qui sont venus dire ce qu'il fallait faire pour éviter les troubles psychosociaux et tout ce qui est un peu anxiogène. Bah, ça va être de soigner sa rédaction, d'éviter les phrases trop directes, d'éviter les formulations qui soient anxiogènes et notamment, ils attirent l'attention des gens sur tout ce qui est l'utilisation du gras, souligné, du rouge qui peut être mal perçu par le salarié, surtout quand on est dans le cadre d'une remontrance ou d'une critique qui peut être mal prise, surtout quand on n'a pas ce visuel qui permet parfois quand même d'arrondir beaucoup les angles. Donc, il ne faut pas oublier ça dans le cadre du management pour faire en sorte que tout se passe bien dans l'équipe. Vous l'aurez compris, le recours massif au télétravail a fait émerger des questions inédites et pour le moment, nous avons pu en identifier certaines pour lesquelles nous espérons avoir pu répondre à vos interrogations, mais nous n'avons certainement pas fini d'entendre parler du télétravail et de voir émerger de nouvelles questions. Alors, à cet égard, nous vous proposons de faire un petit point questions-réponses afin de répondre aux interrogations qui resteraient pendantes s'agissant du télétravail. Donc, n'hésitez pas à nous les écrire dans le chat afin que nous puissions y répondre. Alors, donc la question, je pense que tout le monde la voit, est-ce que les plages horaires doivent être définies également pour les cadres en forfait jour? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Moi, pour ma part, c'est vrai que c'est assez technique, donc là, comme ça, je n'ai pas la réponse claire et nette, mais on peut essayer de regarder. Enfin, je ne sais pas si toi, Diane… Alors, les horaires, alors effectivement, pour y répondre de manière précise, il faudrait s'en assurer, mais en termes de… Enfin, il faut se rappeler qu'un forfait jour ne prévoit pas d'horaire, donc on n'a pas d'horaire de début, on n'a pas d'horaire de fin. En revanche, on peut prévoir, on peut savoir si le salarié travaille dans le cadre d'une demi-journée ou d'une journée entière.
Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut envisager la possibilité de pouvoir joindre le salarié. Naturellement, à partir de 22h, 23h, ce sont des horaires qui paraissent assez surprenants pour la réalisation du travail. Oui, et puis la rédaction de la charte peut être quand même assez claire et on peut dire que même on peut prévoir du coup des dispositions pour les salariés en forfait jour, en se disant qu'en fait, en réalité, il y a la distinction de deux choses qui sont, un, le temps de travail et deux, le temps sur lequel le salarié est joignable, notamment par téléphone. Et ça peut être intéressant de faire un peu le distinguo dans la charte pour éviter toute difficulté, puisque comme l'a souligné Diane, on est quand même sur un cas où on a déjà quelque chose de prévu d'un point de vue légal sur les horaires de travail du cadre. Alors, autre question. Doit-on faire intervenir le médecin du travail lors de la conclusion de l'accord sur le télétravail ? Alors, par principe, on n'est pas obligé. C'est-à-dire que le médecin du travail, ce n'est pas un interlocuteur qui est obligatoire dans le cadre de l'élaboration d'une charte. Ça, c'est le principe de base. Après, si ce n'est pas obligatoire, ça ne veut pas dire pour autant que l'employeur ne peut pas le faire. C'est-à-dire que si on sent qu'il y a des bonnes relations avec le médecin du travail ou peut-être une demande des salariés et que c'est envisageable, l'employeur peut tout à fait le faire. Après, attention, puisque dès lors qu'on met le doigt dans ce type d'engrenage, ça veut dire que derrière, on s'expose au fait que le médecin du travail pourra faire des réflexions, va mettre son nez là-dedans et puis ça sera peut-être un peu plus compliqué de faire comme si ça n'existait pas, surtout qu'en plus il y aura potentiellement des salariés représentants du personnel qui seront aussi mêlés à la question et qui donc vont faire le forcing pour que certaines choses soient appliquées à l'employeur et qui derrière aient des conséquences que la société pourrait ne pas souhaiter, qui pourraient engendrer des coûts vraiment très importants. Donc voilà, à voir au cas par cas. Ah oui, question qu'on nous pose souvent. Est-ce que l'employeur peut imposer aux salariés de mettre sa caméra lorsqu'il réalise des réunions ? Alors, sur ce point, effectivement, la question se pose puisque l'image du salarié est captée dans le cadre de la réunion et ce dernier pourrait opposer à l'entreprise son droit à l'image et son droit au respect de sa vie privée. À cet égard, on n'a pas de texte qui tranche la question. En revanche, vous avez des recommandations de la CNIL qui viennent expliquer que l'employeur ne peut pas imposer aux salariés de mettre sa caméra dès lors que la prise d'image n'est pas obligatoire, n'est pas nécessaire, n'est pas proportionnée au but poursuivi. Donc, si le micro suffit pour communiquer, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas imposer aux salariés de mettre sa caméra durant une réunion. Bon, après, on comprend tous que c'est quand même bien plus agréable d'essayer de se voir justement pour éviter l'isolement. Donc, dans ce cas-là, rien ne vous empêche de les inciter à le faire sans toutefois les sanctionner si jamais ils ne le font pas. Oui, c'est vrai, on peut tout à fait insister en rappelant que ça participe aussi, quelque part, c'est un avantage pour le salarié puisque quand on est dans des situations de télétravail comme on a connu, il y a des cas où les salariés vont se plaindre de ne plus avoir de lien social. Le fait de mettre une caméra, ça permet de retrouver aussi ce lien qui existait avant et qu'on n'a plus forcément. Donc, on a quand même des outils pour pouvoir inciter les télétravailleurs et leur donner des arguments pour qu'ils agissent en sens, parce que pour tout le monde, c'est quand même le plus souvent plus agréable de pouvoir retrouver un peu ce lien social qu'on n'a plus forcément dans ce type de situation. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur les questions. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles remarques, à vos éventuelles questions sur le télétravail, mais également sur ce Webiflash afin que nous puissions à l'avenir l'adapter au mieux de vos besoins. Encore merci et à très vite. À bientôt, au revoir. Au revoir.